Bienvenue à Entre les lignes, alors avec tout de suite les idées, avec le grand témoin de la semaine, Moed Altrad. A tout de suite. Eh bien, c'est Moed Altrad qui est donc notre grand témoin de la semaine. Merci d'être avec nous, oui. Moed Altrad. Alors, avant de vous retrouver pour parler de votre parcours, on va dire singulier, étonnant et pour tout dire extraordinaire et même exemplaire, retour justement en image sur cette destinée, Moed Altrad, hors du commun. Cette destinée qui est la vôtre, hors du commun. À tout de suite. Je sais combien j'ai de salariés, 17 000. Je connais la date à laquelle j'ai créé ma première entreprise, 1984. Mais je ne connais pas exactement ni mon âge, ni ma date de naissance. C'est la vérité. Je m'appelle Moed Altrad et voilà mon histoire. Je suis né dans une tribu bédouine dans le désert syrien. Abandonné par mon père, mis à l'écart par ma belle famille, ma jeune mère est morte de chagrin. Le seul moyen d'en échapper était l'éducation et la détermination, dans une région désormais tombée sous la coupe de fanatiques ivres de haine. J'ai obtenu les meilleurs résultats scolaires de toute ma région et la récompense était grande. Une bourse d'études pour une école à Montpellier. Ainsi débuta une vie en exil dans un pays lointain où la culture, comme la langue, m'était complètement étrangère. Mon premier poste était ingénieur itinérant, puis j'ai plongé dans le monde de l'entrepreneuriat avec le lancement du groupe Altrad, qui allait devenir un des leaders mondiaux dans ses secteurs d'activité. Ma décision d'acheter le club de rugby de Montpellier, qui était en grande difficulté, presque en faillite, c'était un moyen de dire merci à une ville qui m'a donné une seconde chance. J'en fais un grand club, j'en suis convaincu. Mais la réussite n'a pas effacé mon sentiment profond d'être sans racines, un étranger au Moyen-Orient et malgré la Légion d'honneur, pas tout à fait chez moi, dans mon pays adoptif. Contrairement à mes romans qui racontent le passé, je ne peux vous dire ce que sera le prochain chapitre de ma vie. Mon histoire n'a rien d'un conte de fées, c'est simplement l'histoire vraie d'un nomade de nos jours. Alors, un nomade de nos jours, un bédouin, un Syrien né bédouin, dans le désert syrien dans les années 50. Vous ne savez pas précisément quel est votre âge, vous avez à peu près une soixantaine d'années. Vous êtes arrivé en France en 1970. Et puis comme ça, 45 ans après, vous êtes l'un des entrepreneurs français les plus importants, un entrepreneur français, un homme d'affaires de premier plan. Vous avez reçu le prix mondial de l'entrepreneur de l'année 2015. Vous êtes aussi un passionné de sport. Vous dirigez, on l'a vu sur ce reportage, le Montpellier Hérault Rugby. Vous êtes aussi et surtout beaucoup un homme de culture et de réflexion, un passionné de littérature. C'est ce qui vous a aussi, attiré en France. Vous avez notamment publié 2 livres d'économie au début et puis 3 romans. Badawi en 2002, c'est quelque part votre autobiographie. Vous avez publié L'hypothèse de Dieu en 2006 et puis La promesse d'Anna en 2011. Alors cette manière, c'est peut-être une manière de vous pencher sur votre passé, peut-être pour tenter d'expliquer ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Absolument, c'est une histoire, comme vous l'avez mentionné, tout à fait particulière, tout à fait singulière. Quelque part, elle est miraculeuse. Donc cette histoire aurait pu s'arrêter à plein d'endroits. Vous auriez pu être le petit Elan, qu'on a vu sur une plage. Absolument, j'aurais pu être le petit Elan, j'aurais pu être un petit berger qui aurait poursuivi sa vie pour être berger toute sa vie, puis être tué aujourd'hui par l'État islamique, etc. Donc, mais j'ai beaucoup de chance d'être accueilli dans ce pays qui s'appelle la France,
qui m'a donné beaucoup de moyens pour faire ce que j'ai fait, que vous venez de résumer, qu'on pourra développer si vous le souhaitez. Et je suis très heureux d'apporter ceci à la France. Aujourd'hui, comme le mentionne votre film, je suis un déraciné, je suis un exilé, mais je suis en même temps français. Donc tout ça à la fois. Français et fier de l'être. Je suis français et fier de l'être, tout à fait, parce que c'est la première fois où j'apporte un titre mondial à ce pays. Alors le titre, justement, on précise ce titre, hein, c'est le titre de l'entrepreneur de l'année 2015 qui vous a été décerné le 7 juin dernier à Monaco, au nom de la France. Hein. C'est pas vous qui avez été appelé au départ, c'est la France qui a été appelée à travers vous, à travers votre entreprise, à travers votre parcours. Peut-être deux mots sur ce titre, comment il est fait pour expliquer à vos téléspectateurs l'importance de ce titre. D'abord, vous avez une élection nationale qui se fait dans chaque pays. Et l'organisateur a choisi 56 pays, qui représentent 95% de la richesse mondiale. Et après élection dans chaque pays, vous avez le meilleur entrepreneur du pays. Donc dans la salle à Monaco, pendant 3 jours, vous avez des très belles histoires, 56 histoires, mais vraiment très belles. Donc j'avais de la chance d'être celui qui représente la France. Et honnêtement, je n'étais pas sûr de gagner parce que vous avez encore une fois des très belles histoires, des très belles réussites un peu partout dans le monde. Donc être élu entrepreneur mondial de l'année, c'est être élu le meilleur des meilleurs. Et au moment de l'annonce finale, eh ben, le président du jury a dit The winner is France. Le gagnant, c'est la France. Et la France, c'est moi. Et je me suis trouvé spontanément avec un drapeau dans chaque main monté sur la tribune. Et c'était une fierté, vous ne pouvez pas imaginer. On sent encore aujourd'hui votre émotion. Hein. Je suis très ému. Je suis le petit bédouin, le petit arabe, le petit émigré, etc., qui a peut-être grandi, qui a contribué. Je suis reconnu aujourd'hui, et non pas uniquement par la France, mais mondialement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une fierté. Justement, avant de parler de ce parcours, hein, votre entreprise, oui. Eltrad, en 3 mots, c'est quoi? Eltrad, c'est 170 filiales dans le monde, c'est 17 000 personnes directes qui travaillent pour la société, c'est 100 pays, on fait du commerce dans 100 pays dans le monde, c'est 1,8 milliard, 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est une entreprise que j'avais créée en 1985, donc cette année, notre 30e année. C'est une entreprise qui a connu une croissance moyenne sur 30 ans à 2 chiffres, qui n'a jamais perdu de l'argent. Donc dans le secteur du bâtiment, hein. Dans le secteur du bâtiment et de la construction, dans le domaine industriel également, raffinerie, pétrochimie, centrales nucléaires, ports, aéroports, etc. Et je crois que c'est 15% de... Il y a à peu près 15% de notre chiffre d'affaires en France, le reste c'est à l'international, donc c'est un des fleurons de l'économie française, et là aussi j'en suis très fier. Alors vous en êtes très fier, et donc on fait un petit retour en arrière, un grand retour en arrière, hein, parce que Moed Altrad, 1960, 65, 70, c'est pas le Moed Altrad d'aujourd'hui. Hein, mais peut-être que l'enfant né bédouin dans le désert syrien, que vous avez été, a été pour quelque chose, pour beaucoup, dans le parcours qui est le vôtre aujourd'hui, qui a été le vôtre au cours de ces dizaines d'années. Oui, absolument. Ce démarrage qui était difficile, qui était laborieux, un enfant né d'un viol, d'une jeune fille de 12-13 ans, on ne connaît pas son âge, elle non plus, parce que je ne connais pas le mien, eh bien, elle a été violée une première fois pour donner naissance à mon frère aîné, qui a eu la malchance de rester avec le père. Le père l'a tué par maltraitance. Ensuite, et vous dites pas mon père, vous dites le père. Hein. Le père. Ensuite, elle a été violée une seconde fois pour que je vienne au monde. Mais là aussi, contrairement à mon frère aîné, tué, j'ai eu de la chance. Lui, il a eu la malchance. Moi, j'ai eu la chance d'être avec la grand-mère, et on verra après, par rapport aux études, de ne pas être avec le père, sinon il m'aurait probablement tué. Donc, c'est ça. Donc, j'ai échappé à mon destin. Ensuite, il y a eu la grand-mère. La grand-mère qui, elle, ne voulait pas que j'aille à l'école. Pour elle, objectivement, elle avait raison. Un berger n'a pas besoin d'aller à l'école. Parce que votre destinée, hein, et on parlera du destin, des destinées après, votre destinée, c'était d'être berger. C'est ça.
C'est ça. Il n'y a rien qui me prédestinait à faire quoi que ce soit autre que berger. Donc j'ai refusé intuitivement ce destin. Je devais avoir 5 ans, 6 ans. Et j'ai dû aller pendant tout le matin, me lever tout le matin avant que la grand-mère se réveille pour aller à l'école, faire une dizaine de kilomètres à pied, pieds nus, etc., pour aller épier à travers les trous des murs de l'école pour voir ce qui se passait dans cette classe. Et je voyais des gens faire des signes. Par la suite, j'ai compris que c'était l'écriture. La soif du savoir, la soif de la connaissance. C'est tout ceci, mais c'est également la possibilité de dire j'étais coincé comme un animal dans une pièce fermée. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Et j'ai vu un rayon de soleil. Je dis je dois passer par ça. Alors, rayon de soleil, c'est aussi 1969-70. Hein. Oui. Vous êtes reçu brillamment au baccalauréat. Oui. Vous êtes reçu par, je crois, le ministre syrien de la Culture, de l'Éducation nationale, en général, oui. Qui vous dit, comme les Syriens, les jeunes Syriens, on voit votre photo à l'époque, oui. Hein, et les jeunes Syriens qui ont reçu le bac, qui ont été les premiers dans à recevoir le bac dans chaque région syrienne, oui. Eh bien, vous allez avoir le droit d'aller faire vos études à l'étranger. Il y avait 3 possibilités. Oui, oui. Hein, et d'abord, peut-être d'être pilote d'avion, et vous auriez été en Ukraine, je crois. Pilote de chasse. Pilote de chasse, oui, pilote de chasse, avec des études en Ukraine. Éventuellement médecin, et vous auriez dû aller en Égypte. En Égypte, au Caire. Oui. Ou... faire professeur à l'université d'Alep. Professeur à l'université d'Alep, et vous êtes attiré par la France. Voilà. Parce qu'il y avait des accords à l'époque entre la France et la Syrie. Donc j'étais attiré par cette nation qui s'appelle la France, que je connaissais absolument pas. Je rappelle que la France et la Syrie, il n'y a pas de lien, si vous voulez, qu'on peut avoir, comme les liens qu'on peut avoir entre la Syrie, la France et le Liban, par exemple. Le Liban, ou la France, ou l'Algérie, etc. On n'a pas ce lien-là. La France, la Syrie a été un protectorat français de 1920 à 1946. Donc il n'y a pas eu réellement de présence et ça n'a pas marqué les esprits, cette présence. Donc on était orienté Union soviétique autrefois, maintenant Russie. D'ailleurs, la Russie, c'est le seul pays qui soutient le régime officiel. Donc j'ai lu 2 choses. La première chose, c'était un portrait de général de Gaulle, et c'est un portrait qui m'a fasciné, traduit en arabe. Et vous avez cet homme grand à tout point de taille et de caractère, et qui est parti tout seul pour battre les Allemands, pour libérer son pays. Je dis, c'est absolument fantastique. La grandeur du général de Gaulle, la grandeur de la France, les valeurs de la France. Les valeurs de la France. J'ai lu, juste, si vous le permettez, également un livre de Victor Hugo, où il parle d'égalité, de fraternité et de liberté. Et ça aussi, ça m'a fasciné. J'ai trouvé que c'était des valeurs universelles. Et je considère jusqu'aujourd'hui, ce sont les valeurs que la France doit véhiculer, qu'il ne véhicule plus. C'est pour ça que la France est devenue une petite nation. Vous trouvez que la France est devenue une petite nation? La France est en déclin? Je pense que c'est une petite nation, ça c'est incontestable, tout le monde le sait. Vous savez, autrefois, toutes les transactions, toutes les décisions de la Terre passent par la France. En tout cas, on ne peut pas négliger la France. Aujourd'hui, est-ce que le Brésil, pour parler avec les Chinois, ont besoin de passer par la France? C'est pas vrai. Alors, vous avez refusé en tout cas la fatalité d'un destin, on l'a vu, hein, le destin du petit berger, entre guillemets, donc un destin tout tracé, et vous êtes battu. Donc la France, 1970, vous arrivez en France dans ces années 70, et puis il y a eu l'ascension de Mohamed Altrad. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec ces réfugiés syriens qui tapent à la porte de la France, qui tapent à la porte de l'Europe, qui sont accueillis ou qui sont souhaités, éventuellement non souhaités, chassés, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense à beaucoup de tristesse, beaucoup d'humiliation pour cette population. Je vous rappelle que la Syrie, c'est 25 millions. C'est une région peut-être le quart en termes de superficie de la France, peut-être un peu plus. Et qu'il y a beaucoup d'ethnies, si vous voulez. Il y a les chiites, les alaouites, il y a toutes sortes de les chrétiens également. Mais il y avait une paix. Les gens pouvaient manger, pouvaient travailler, ils ne sont pas tués. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez Al-Nusra, Al-Qaïda, l'État islamique, le régime syrien, les Kurdes, et j'en passe, et l'armée libre également.
Donc, quand je vois ces immigrés, hier, j'ai passé ma matinée, une bonne partie de ma journée, avec le camp d'immigrés syriens à Cergy, pas très loin d'ici. Ce sont des gens qui ont perdu leur dignité. La France fait une action que je ne critique pas. Elle est probablement positive, elle va dans le sens de l'humanité. Mais l'humanité, il faudra qu'elle pense comment régler le problème. On a accepté de loger ou d'accueillir 24 000 Syriens. Sur 2 ans. Sur 2 ans. Mais pourquoi ceux-là? Et pourquoi 24 000? Pourquoi pas la moitié? Pourquoi pas d'autres? Ce qu'on constate, c'est que même si on fait un traitement tout à fait adéquat à cette population limitée, mais le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Aujourd'hui, que ce soit Al-Qaïda, Al-Nusra, toutes les factions que je citais, tous, ils mettent la main sur une partie de la population et du territoire. En otage. En otage pour confisquer ses biens, pour violer les femmes, mais c'est aussi pour les utiliser comme des soldats, pour aller combattre les autres factions. Je dis l'humanité, vous savez, l'humanité a un devoir vis-à-vis d'un pays qui a été le territoire ou le terreau de l'humanité. C'est là où Abraham a commencé, c'est là où l'arche de Noé a commencé, c'est là où les 3 prophètes qui sont nés. Alors, le problème, ça devrait être une terre de paix, c'est une terre de guerre. Le problème, je suis d'accord, qu'il n'est pas simple, parce qu'il faudra prendre en considération Israël, il faut prendre en considération le Liban, les Druzes, les Alaouites, mais c'est aussi les Kurdes et les Turcs. Donc le problème n'est pas simple. Accueillir en Europe, que ça j'ai encore 100 000, ben ça ne règle pas le problème. Je dis, c'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est le concept que quelqu'un peut avoir, si vous voulez, de ce que l'humanité doit être. Est-ce que l'humanité, ou notre devoir en tant qu'occidentaux, c'est justement de prendre 24 000? Et ça, vous l'avez dit à François Hollande, même si c'est un peu... Il y a quelques mois que vous l'avez rencontré en juillet. Est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez rencontré? Je lui ai dit tout ça. J'avais l'impression d'avoir un homme qui est très, très attentif, très chaleureux à ce que je lui ai dit. J'avais aussi l'impression qu'il connaît, si vous voulez, ce que je viens de vous dire. François Hollande et le gouvernement français en général connaissent le problème. Ils ont tellement d'informations, de renseignements, d'images, de tout ce que vous voulez. Mais la France toute seule ne peut pas régler le problème. Ni l'Europe tout seul. Ni l'Europe tout seul. Il faut qu'il y ait l'Amérique, mais il faut aussi qu'on ait les Russes. Mais les Russes aujourd'hui, ils ont changé de discours. Ils sont d'accord. Les Russes, la seule chose qui les intéresse, c'est l'accès à la Méditerranée à travers le port de Latakia et de Tartous. C'est tout. Donc, faisons une conférence internationale avec toutes les parties concernées que je viens de citer, notamment Israël, parce qu'il a son mot à dire. Les Turcs également, les Iraniens. Et je suis sûr qu'il sortira une solution. Juste un point, si vous le permettez, un dernier sur ce sujet-là, c'est qu'il ne faut pas croire que ce sont les Syriens qui se battent entre eux en Syrie. Il y a bien sûr, il y a des Syriens, mais vous avez des Pakistanais, des Indiens, des Kazakhs, des Turcs. Mais c'est aussi des Français. Dans le village, l'État islamique. Oui. J'habite à Montpellier, il y a un village à côté qui s'appelle Lunel, et vous avez des jeunes qui sont allés là-bas se battre. Et dans la moitié est déjà... Alors, pour conclure, on va parler de vos valeurs, la charte d'Altrad. Oui. Parce que les valeurs, ça correspond aussi à votre parcours, à votre réflexion, à ce que vous souhaitez pour la France, pour les Français. Oui. Je pense, si vous voulez, c'est le concept global d'une société, je veux dire d'une entreprise. Une entreprise, le législateur l'appelle société, donc entreprise. Entreprise, il y a des parties prenantes dans l'entreprise. Mais c'est quoi les parties prenantes dans une entreprise? Ce sont les hommes et les femmes qui sont dans cette entreprise. Donc c'est une construction humaine faite par les hommes et elle doit être pour les hommes. Elle doit être pour les hommes, et puis c'est aussi pour vous, je crois, résumer les choses, la culture du respect. Et j'ai l'impression, à vous lire, à vous entendre, que vous considérez que cette culture du respect, elle est absente dans la France de 2015. Je pense, si vous voulez... Et éventuellement aussi dans le discours politique. Le respect, on le définit par l'élan qui m'anime pour aller vers vous, aller vers les autres. Le respect, c'est celui-là. Mais c'est aussi, si cet élan, puisqu'il est positif, puisqu'il m'incite à aller vers les autres, ce que je dois accepter, a priori les autres. Après, je veux voir ce que l'autre me dit. Ce que vous devez accepter, ce que vous pouvez éventuellement donner, parce que vous, il y a l'obsession du respect, il y a aussi l'obsession
des droits et des devoirs. Oui, merci pour cette question parce que je tiens beaucoup à le dire, à la dire et à donner mon avis sur le sujet. La France est une terre d'accueil. La France est une terre de tradition. Certes, on a perdu de notre éclat, la France. Mais et on entend, vous dites, on a perdu. Mais bien on sûr, a perdu. Oui, je suis partie prenante de ce pays, toute mon énergie pour ce pays. Certes, je n'oublie pas ce que j'ai été. Mais je reviens à votre question. Je dis, si on regarde, prenons que la population d'origine arabe. Prenez la première, deuxième et troisième génération, vous avez le tiers de la population. Cette population, en général, pas toute, en général, il y a un sentiment de maltraitance de la France par rapport à cette population. J'ai eu la chance d'avoir mon premier roman qui a été accepté Badawi par l'Éducation nationale et je vais dans les collèges et lycées. Et vous dites j'entends ce sentiment. Mais je dis que c'est pas vrai. Regardez-moi. Certes, c'est un cas singulier, mais la France me traite bien. Mais vous aussi. Certes, peut-être ma réussite est inaccessible à beaucoup de monde, mais la réussite est quelque chose de relatif. Si vous, Français d'origine marocaine ou que sais-je encore, ou algérienne ou même syrienne, vous voulez réussir, vous voulez faire, la réussite est pour vous d'être, je ne sais pas, un petit chef d'entreprise, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous voulez être électricien, vous pouvez le faire. Mais il faut jouer sa partition, c'est-à-dire contribuer à cette nation. Donc droits et devoirs. Les droits et les devoirs, ça doit être partie de la charte de la nation française. Et c'est ce qu'on appelle la solidarité. La solidarité, c'est apporter quelque chose, mais contribuer à une œuvre commune. Merci de votre témoignage, Mohamed Altrad. Un témoignage poignant, tout à fait essentiel. Merci de ces paroles, des paroles fortes et pour tout dire, salutaires. Merci.